Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis en compagnie de Richard Mourant, mon mentor. Et si vous ne le savez pas, cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière. Donc, dimanche dernier, j'avais publié une vidéo dans laquelle on voyait avec Richard les points pour une entreprise de consulting à succès. On avait cité deux, le réseau et les compétences. Et puis, on avait un troisième point très important qui est la gestion des profits, la rentabilité de l'entreprise. Et on s'est dit que c'était un point particulièrement important. Donc, on va en faire une vidéo dédiée. Donc, c'est celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment optimiser les profits de votre entreprise, comment vous assurer d'avoir des profits à la fin de l'année et ensuite que faire de ces profits. Donc Richard va nous donner ses conseils sur le sujet. D'abord, merci beaucoup de répondre à ces questions. Ça me fait plaisir. Si vous ne l'avez pas vu, allez tout de suite voir la vidéo précédente et revenez ensuite sur celle-là. On va commencer avec les profits. Ouais. À votre avis, quels sont les points pour garantir déjà un bon chiffre d'affaires et puis une rentabilité OK. Le bon chiffre d'affaires, c'est un peu ce qu'on a vu dans la première vidéo. Le réseau, faut l'alimenter, faut être connu. On a beau être le meilleur au monde dans ce qu'on fait, si personne ne le sait, il n'y a jamais personne qui va nous donner un mandat. Donc, faut être visible, faut être crédible. Une fois que ça est fait, comment je fais pour maximiser la rentabilité de mon entreprise de consultation? Je dirais le premier point, c'est l'efficacité. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je suis capable de faire une offre de service. Je fais du processus stratégique. On parle de mandats qui tournent autour de 12 à 18 000 $. Alors, je suis capable de réaliser une offre de service pour un tout nouveau client en 15 minutes. Ça veut dire que si vous rencontrez un prospect là maintenant, je suis un prospect, je vous explique ce dont j'ai besoin, en 15 minutes, vous êtes capable de produire une offre de service détaillée me concernant. Oui, oui. Et il faut bien comprendre que pour être capable de faire ça, j'en ai peut-être une quinzaine de modèles types que je personnalise en fonction de la particularité de mon client. Évidemment, pour bâtir ces 15 offres-là, j'ai mis beaucoup d'heures, on s'entend, mais tu fais ça une fois. Par opposition à ça, à un moment donné, je fais un processus stratégique dans un cabinet de ressources humaines et dans les discussions, j'apprends qu'eux, faire une offre de service pour 5 000 à 6 000 $, ils vont mettre 4 heures sur l'offre de service et il y a 80% des offres de service qu'ils font pour lesquelles ils n'ont pas de mandat. Moi, je dis, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Alors, efficacité. Il faut que ce que vous fassiez en 1 heure de votre temps, que vos concurrents, ça leur prenne 1 heure et demie, 2 heures. Il faut être plus efficace qu'eux. Juste pour vous donner une idée, alors Richard me conseille de travailler là-dessus depuis un petit bout de temps, mais moi quand je reçois une demande client, donc si je rencontre un client qui me demande, je sais pas, une stratégie web, une boutique en ligne, peu importe, ça me prend environ 45 minutes à 1 heure de lui faire un devis détaillé par rapport à ce qu'il m'a dit dans le rendez-vous en fait. Donc vous voyez, moi non plus je suis pas 100% optimal à ce niveau-là. Personnellement, mon problème, c'est que j'ai du mal à me faire des templates pour des modèles pour chaque service. Mais c'est vrai que vous avez combien de modèles différents, vous? Je vais en avoir une douzaine de modèles différents qui servent. Et là, on parle juste d'une chose, on parle d'offre de service. Mais après ça, dans mon processus, parce que l'offre de service, c'est pas grand-chose dans tout le processus lui-même, je l'ai énormément standardisé, avec des variantes en fonction, est-ce que c'est un fabricant, est-ce que c'est une entreprise de service, est-ce que c'est un distributeur, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, un sous-traitant, etc. Donc, mais c'est des modules standards et je fais un assemblage original pour chacun de mes clients. Donc, je gagne énormément de temps. Et je vous disais tantôt dans la première vidéo que je vais travailler 25-30 heures par semaine pour aller chercher quelque chose comme 200 000 $ de revenus par année. Mais il faut bien comprendre que si je n'avais pas optimisé mon efficacité, je ne serais jamais capable de faire ça. Je ferais probablement les mêmes revenus, sauf qu'au lieu de travailler 30 heures, j'en travaillerais 45 ou 50. Fait que ça, c'est la première étape. Et juste pour finir là-dessus, excusez-moi, vous me conseillez de le faire dès le début, c'est-à-dire que moi j'avais un peu dans l'optique que d'abord on fait un gros chiffre d'affaires et puis ensuite on optimise avec des process. Vous pourriez nous conseiller plutôt de, dès le début, prévoir des process, optimiser dès le début toutes les procédures de la vie quotidienne de l'entreprise de consulting. En fait, ce que je dis, c'est que souvent dans le travail qu'on fait, au lieu de de voir chacun des mandats comme une exception, puis de considérer que chacun des mandats est complètement différent des autres et de tout reprendre à zéro, moi je dis, quand on développe quelque chose,
faut se dire que peut-être dans 6 mois, je vais avoir à repasser par la même chose. Alors pourquoi pas essayer de le faire, de le polir comme il faut la première fois pour qu'il puisse être réutilisé facilement une deuxième, une troisième, puis une 200e fois à un moment donné par un client. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de toujours faire vos trucs exactement de la même façon d'un client à l'autre. Il faut être capable de personnaliser, mais à partir de petites sections qui ont été, elles, standardisées au départ. Ok, donc essayer quand même d'avoir des grandes bases communes et puis ensuite de les personnaliser. Dans tous les cas, ça prendra beaucoup moins de temps que de tout refaire de A à Z à chaque nouveau client. Exactement. Ok, cool, merci. Exactement. Donc ça, c'était pour l'efficacité. Est-ce qu'il y a un deuxième point? On s'était dit tantôt qu'il y en avait 3, là, il y en a un que j'oublie, mais je vais vous parler d'un deuxième, pas nécessairement dans l'ordre, les frais fixes. Ça, pour moi, c'est vraiment, quand je regarde et tous mes clients, pas seulement ceux qui font de la consultation, mais également ceux qui font de la fabrication, de la distribution, les frais fixes. C'est quoi un frais fixe? C'est un frais qui est là, peu importe le niveau ou le volume d'affaires que je vais avoir. Exemple, un loyer. Exemple, une police d'assurance. Exemple, consommation électrique pour éclairer les bureaux, etc., etc. Exemple, une réceptionniste à l'entrée, si j'en ai une. Que je fasse 1 million de business ou 2 millions de business, j'ai toujours le salaire d'une réceptionniste. Alors moi, les frais fixes, là, je recherche le plus possible 0. Moi, j'en ai pas de frais fixes. Aucun. J'opère ma business de consultation à partir de chez moi. Et le jour où je vais arrêter d'être consultant, je vais avoir aucun saving nulle part. Parce que j'ai rien qui est propre à ma business. Donc, ça ne me coûte rien. Et ça me permet de réaliser une marge bénéficiaire beaucoup plus importante. Souvent, la difficulté à laquelle moi je fais face, c'est que je vais faire une offre de service, par exemple, 15 000 $. Et là, mon client va en appel d'offres. Quelquefois, il va avoir 2, 3 soumissions pour le même processus stratégique. Et des fois, j'ai des clients qui me rappellent en disant « Écoute, Richard, tu es à 15 000 $, puis le moins cher de la gang après toi est à 25 000, puis ça va jusqu'à 35 000. Comment t'expliques ça? » Parce que lui, sa crainte, c'est « Oh, est-ce que j'ai un produit de qualité inférieure quand je vais chez toi? » Et là, de lui expliquer, ben regarde, moi, j'ai aucun frais fixe. Lui, il y a un bureau au centre-ville de Montréal qui lui coûte une fortune, avec une réceptionniste, de la moquette, beaucoup de frais. Mais le consultant qui va aller faire le travail chez vous, ça paye à lui, ça va peut-être être 30% des honoraires qu'ils vont te facturer. Quand tu me fais un chèque à moi, là, c'est mes honoraires que je te facture et absolument rien d'autre. Okay? Donc, ça vous permet, quand vous n'avez pas de frais fixes, d'arriver avec une facture qui est légèrement en deçà de celle de votre concurrent, mais qui pour vous va être beaucoup plus payante parce que c'est quasiment un salaire net que vous prenez quand vous fonctionnez de cette façon-là. Donc, le moins de frais fixes que possible. Je travaille beaucoup avec Valentin là-dessus. Oui, j'en ai déjà parlé, mais moi, ma première et peut-être plus grosse erreur, ça a été le bureau. J'étais encore à Montréal, pas encore à Shawinigan, donc à Montréal, l'immobilier était beaucoup plus cher. Et quand j'ai cru que l'entreprise allait bien, je me suis pris un bureau à 2000 par mois, il me semble. J'ai plus, mais je fais autour de 2000 $ par mois. Et ça a été horrible. Enfin, au bout d'un mois, j'ai résilié le bail. Le problème, c'est que j'étais engagé pour 3 mois, donc j'avais encore perdu 2 mois. J'ai perdu 2000 $ par mois pendant 3 mois. Quoi. Ça servait à rien. En fait, la façon dont je l'explique souvent à mes clients, là, c'est que si tu as, mettons, tes consultants, puis tu as 20 000 ou, mettons, 26 000 $ de frais fixes par année, c'est-à-dire 500 $ par semaine, mais ça veut dire là, que le premier 500 $ que tu factures dans une semaine à ton client, là, il part en fumée. Il n'y a rien pour toi là-dedans. Alors que quand tu n'as pas de frais fixes, le premier 500 $, il est à toi. C'est ta paye, ça. C'est toute la différence au monde. Puis le danger, là, c'est que souvent, le consultant qui commence, qui a un certain succès,
a envie de le montrer à la planète en se payant des beaux bureaux. Oui, c'est l'ego qui nous fait agir comme ça. C'est ton ego, ça, tu sais, qui va... puis c'est correct, là, on a le droit de se faire plaisir un petit peu. Sauf que ça coûte des sous, cette affaire-là. Alors moi, je suis très humble et j'en ai pas de frais fixes. Et des fois, les clients m'appellent et ils disent, écoute, j'aimerais ça te rencontrer, je veux te jaser de telle chose, puis je veux pas que tu te déplaces, on va faire ça à tes bureaux. Tu sais. Puis je dis toujours à mon client, ben, pas de trouble, le bureau, c'est le café, là, juste au coin de la rue chez nous, là, c'est là que je vais te rencontrer. Parce que j'en ai pas de bureau, c'est chez moi, puis je reçois pas de clients chez moi. Donc, 1, efficacité. 2, pas de frais fixes. Mais c'est vrai que vous donnez, juste pour faire une parenthèse, c'est vrai que vous donnez quand même des conseils très cartésiens et rationnels. Après, je pense que la relation à l'argent, puis on en a parlé tout à l'heure, est différente selon chacun. Moi, j'identifie un peu Richard au livre de Millionnaire Next Door. Peut-être que vous connaissez, c'est le livre qui explique que la plupart des millionnaires dans ce monde, on les reconnaît pas dans la rue. Ils roulent pas tous en Ferrari, etc. Ça, c'est tout à fait la mentalité de Richard. Et quelque part, c'est bien parce que c'est assez sain, je dirais. En fait, où on se rend compte que la plupart des dépenses liées, quand on est consultant en tout cas, effectivement, c'est lié à l'ego, c'est lié à l'image. On a envie de grosse voiture, gros bureau. J'ai un client qui a acheté un bureau en bois massif à 12 000 $. Sans aucun intérêt, mais c'est vrai qu'il faut arriver à contrôler ses propres émotions. Après, on est tous différents vis-à-vis de l'argent. Mais je trouve ça intéressant de voir une version plus humble de la gestion du cash. Et quelque part, au niveau des profits d'entreprise, ça peut faire une vraie différence. Le troisième point qui m'est revenu entre-temps, là, c'est facturer tant de dollars de l'heure ou tant d'euros de l'heure versus forfaitaire. Moi, là, si vous pouvez, allez-vous-en vers le forfaitaire pour une raison très simple. Il y a, disons, vous travaillez 40 heures facturées chaque semaine, puis vous prenez très peu de vacances, vous êtes capable de facturer 2000 heures dans votre année. C'est le maximum que vous pourrez jamais faire, à peu près. Et si vous présentez toujours des factures à vos clients en disant, ben là, moi, je fais telle affaire, c'est tant d'heures, je fais telle affaire, c'est tant d'heures, puis si jamais j'en fais moins, ben je vais te facturer moins, si j'en fais plus, je vais te facturer plus, et tout ça. Vous êtes un peu trop transparent à mon avis, puis vous allez limiter votre capacité à générer des plus gros revenus. Si vous facturez du forfaitaire, moi quand je fais une planification stratégique, là, je fonctionne sur du forfaitaire. C'est tant que je te facture pour faire tel travail. Et combien d'heures ça va me prendre, ça c'est mon affaire à moi. Alors si vous avez bien retenu le numéro 1, et que vous êtes efficace et que vous êtes capable de produire en 40 heures ce que vos concurrents font en 60, bien, vous n'avez pas à justifier vos heures. Puis, si vous le facturez à l'heure, quand vous travaillez votre efficacité, vous travaillez contre vous. Parce que pour faire le même travail, vous allez facturer moins d'heures à votre client parce que vous êtes plus efficace. Gardez-la pour vous, votre efficacité. Facturez forfaitaire si vous êtes capable. Et là, vous allez pouvoir considérer... à la fin de l'année, que vous êtes beaucoup moins limité par le nombre d'heures que vous travaillez dans une semaine. Vos revenus vont pouvoir être beaucoup plus grands. Donc, 1, efficacité, 2, pas de frais fixes, 3, forfaitaire. Vous devriez être capable de maximiser vos revenus comme consultant. Je tiens à rebondir sur le dernier point, le forfaitaire, parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'experts dans leurs livres, etc., qui nous conseillent rapidement de... Si on veut atteindre une certaine liberté financière, on nous dit tout le temps qu'il ne faut pas travailler à l'heure, mais au résultat, ou en tout cas avoir ce qu'ils appellent les entreprises scalables, en fait, qui permettent de scaler les résultats. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on se dit qu'en consulting, c'est impossible. On se dit toujours que si on vend nos services, on vend notre temps, et si on vend notre temps, on ne peut pas atteindre de gros résultats financiers. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a une méthode d'y arriver. Alors déjà, il y a certains forfaits qui peuvent être très chers pour très peu de temps de travailler. Je pense qu'on connaît tous des consultants ou des experts qui arrivent à gagner 20 000 $ avec 3 jours de travail actif. Mais en plus de ça, si on n'a pas à justifier chaque heure passée, ça devient intéressant. Donc finalement, on peut, même si on peut se mettre un barème en se disant chaque heure doit me rapporter 150 $, peut-être qu'en réalité, une heure peut nous rapporter 400 $ si on joue bien avec le forfait. Oui. Je vais vous donner peut-être un dernier exemple d'un conseil que j'avais donné à une firme de consultation dans un domaine autre.
Ils étaient une quinzaine de consultants avec 2-3 personnes administratives là-dedans. Et je trouvais que la nature des services qu'ils rendaient se prêtait très bien à éliminer le gros bureau là, qui loge 15 consultants et tout ça. Et j'avais suggéré au PDG, il n'a pas retenu mon idée parce que ça l'insécurisait trop, là. Mais si moi j'avais été à sa place, j'aurais fermé mon gros bureau, j'aurais mis tous ces gens-là en télétravail à partir de chez eux. Tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, tu es capable avec ton laptop, c'est comme si tu étais au bureau, tu peux te faire un Skype, un appel conférence. Puis je lui avais dit, parce que de temps en temps, il fallait réunir l'équipe, ben, au lieu d'avoir un grand bureau, tu te loues une petite salle à forfait. À tel endroit, tu vas sauver, là, juste son loyer à lui, on parlait de 60 000 par année. Tu vas sauver de 60 000. Tu vas peut-être mettre 10 000 par année de location de salle à forfait quand tu veux réunir ton équipe. Et tant qu'à moi, tu vas augmenter la productivité parce que quand les gens sont seuls chez eux, ils sont 100% devant leur travail. Quand ils sont en réseau, dans le même bureau, ben, tu pars devant le bureau, tu arrêtes, tu dis, puis, quelle sorte de fin de semaine tu as eu, puis tu n'es pas d'une efficacité. Fait que non seulement tu baisses tes frais fixes en faisant ça, il y a moyen, parce que là, on parle de réduire les frais fixes quand on est seul, mais même en équipe, même quand on est 2, 3, 4, 5 personnes, il y a moyen de maintenir des frais fixes à zéro, sans nécessairement compromettre la qualité du travail que l'on fait pour la clientèle. Moi, je crois beaucoup à ça. Et je crois que la plus grande rentabilité dans un bureau de services professionnels, de consultants, c'est de cette façon-là qu'on l'obtient. Ok. Donc globalement, être plus efficace, donc mettre en place des procédures et des standardiser en fait nos services pour être plus efficaces au quotidien et que notre temps vaille plus. Vous me conseillez également de vendre des forfaits plutôt que de facturer à l'heure pour pouvoir avoir un retour sur investissement plus intéressant et pouvoir atteindre des plus gros plafonds, on va dire, financiers. Et le troisième point, c'était de réduire au maximum les charges fixes en fait, de l'entreprise. Oui. Donc ça, c'est vos 3 conseils pour optimiser les profits et la rentabilité de l'entreprise. Maintenant, imaginons qu'un consultant applique tout ça et fasse des profits. Mm-hmm. Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs d'investissement, etc., qui nous regardent. Quels sont vos conseils pour la gestion de ces profits? Imaginons qu'on fait 100 000, on va dire 100 000 dans l'année. Grâce à vos conseils, on arrive à faire 85 000 de profit concrètement, parce qu'en service, il n'y a pas grand-chose à payer. Qu'est-ce qu'on fait de ces 85 000 là? Okay. Premièrement, une des grandes difficultés, je vais commencer un peu plus loin, là. Quand j'ai été en affaires dans une business traditionnelle de fabrication, cette business-là a été très rentable et cette rentabilité-là, je ne l'ai jamais retrouvée dans aucun des investissements ou des placements que j'ai pu faire après coup. J'étais dans mon core business, je maîtrisais cette entreprise-là, cette industrie-là. Plus je passais de temps là-dedans, plus je générais des profits intéressants. Le danger, parce que bon, oui, bien sûr, on espère que la business de consultant va ramener beaucoup de profits. Les premières années, on est très, très focus dans ce qu'on fait. Puis à un moment donné, les profits peuvent s'accumuler, puis on se dit, ouais, peut-être que je devrais investir dans d'autres choses, peut-être que je devrais me diversifier. Tant qu'à laisser cet argent-là dormir, je devrais peut-être faire quelque chose avec ça. Premièrement, mon premier conseil, c'est on laisse dans l'entreprise l'argent dont l'entreprise a besoin pour se développer. Okay? Il ne faut pas l'étouffer. Si on sort tout et qu'on manque d'argent puis qu'on ne peut même pas s'acheter une petite immobilisation à 500 $, ça ne marche pas. Fait, il faut que l'entreprise ait un minimum de cash flow, de liquidité pour être capable de poursuivre son développement. Ceci étant dit... Vous avez une fourchette de, je sais pas, en pourcentage de combien on devrait laisser comme fonds de roulement? C'est pas un pourcentage, il faut regarder, parce que c'est très différent d'une entreprise à une autre. On est-tu en fabrication, on est-tu en service? Pour un consultant, par exemple. Pour un consultant, c'est très peu, là. Si tu es capable de faire face à 1 mois ou 2 mois, tu considères que tu n'as pas de revenus là, de consultant,
tu n'as pas de mandat, tu as une période très difficile, 1 mois, 2 mois, tu devrais être capable de vivre sur ce qu'il y a dans l'entreprise. Donc un fonds de sécurité de 2 mois de charge en fait. Exactement. Si un salaire, si on se verse un salaire de 4 ou 5 000 par mois, et puis on va dire qu'il y a 5 000 de charge, il faut mettre 10 000 dans la business de fonds de sécurité. 10 15 000 maximum. Ok. Ce qui excède ça, il faut le sortir de l'entreprise, il faut le mettre à l'abri. De quelle façon on fait ça, là? Vous prenez rendez-vous avec votre fiscaliste et vous lui demandez la meilleure façon de procéder en fonction de... Le Canada, c'est pas comme la France. Chaque pays a ses règles, la nature de votre entreprise, comment vous êtes setupé dans votre vie privée et tout ça. Donc lui, il va vous suggérer la meilleure façon. Peu importe, vous devez sortir l'argent de votre entreprise et la mettre à l'abri. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la mettre à l'abri? Jamais la donner en garantie pour l'entreprise. Si jamais votre entreprise de consultation bat de l'aile, a des difficultés, il faut que ce que vous avez mis à l'abri reste à l'abri et soit que le banquier ou que le créancier soit incapable d'aller taper dans cette affaire-là. Donc, c'est complètement à l'abri. Bon, désolé, la caméra a coupé, on reprend. Donc avec ce que disait Richard, moi il y a un truc que Richard me dit souvent et que j'aime beaucoup, c'est que tant que l'argent est dans l'entreprise, c'est comme si les jetons restaient sur la table au casino. C'est-à-dire que l'argent est encore en jeu si on ne le retire pas. C'est vrai que moi personnellement j'avais vraiment le réflexe de laisser de l'argent dans l'entreprise en fait. Tout simplement parce que je me disais, si elle est dedans, déjà je paye pas d'impôts en les retirant, parce que forcément c'est au moment où vous la retirez de l'entreprise que vous payez des impôts. Donc je me disais, déjà ça je paye pas, et puis en plus de ça, j'aurais moins tendance à y toucher si c'est dans l'entreprise. Le problème effectivement, c'est que je me suis rendu compte, j'ai eu 2 mois de baisse l'année dernière, où je me suis rendu compte que c'est là-dedans que je suis allé chercher de l'argent quand j'ai eu 2 mois de baisse. C'est sûr que si je les avais sortis et mis en sécurité ailleurs, j'aurais peut-être eu tendance à aller me bouger un peu plus, à les vendre davantage pour passer la période difficile, plutôt que d'aller taper dans les économies qui étaient dans l'entreprise. Et puis évidemment, on ne parle pas de tous les risques qui sont procès, etc. Parce que c'est vrai que si vous prenez un procès, on vient vous chercher tout ce que vous avez. Donc l'intérêt qui est d'avoir une entreprise qui n'est pas vous-même, c'est justement de protéger votre patrimoine. C'est dommage parce qu'on annule complètement cet avantage-là. Donc bref, je voulais juste vous partager cette métaphore du casino que j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, que faire de l'argent qu'on sort de l'entreprise? Je reviens sur de l'argent de casino. Là, certains de mes clients, là, on regarde le bilan et on dit, bon, l'entreprise vaut tant. C'est vrai que ça vaut tant. S'il la vendait, il y aurait probablement cet argent-là et tout ça. Sauf que tant que l'argent n'a pas été mis en sécurité, ça peut disparaître n'importe quand. Tu sais, c'est comme au casino. Tu sais, as une grosse pile de jetons devant toi, tu fais une mauvaise transaction et la pile disparaît. Ben, c'est pareil dans l'entreprise. Il peut arriver quelque chose, toutes sortes de choses. Il y a un concurrent qui arrive, tu as un procès, la banque, ton gros paquet de jetons peut disparaître. Donc, ce que tu as dans l'entreprise, il faut que tu en laisses le moins possible, mais il faut que tu laisses quand même ce que l'entreprise a besoin pour pouvoir se développer. Mais ce qui est dedans peut disparaître n'importe quand. Donc, l'investissement, ta business de consultation ou autre, c'est un investissement risqué. Et si vous demandez à tous les professionnels de l'investissement, de la gestion de portefeuille et tout ça, ils vont tous vous dire que tu as besoin d'avoir dans ta vie une partie un peu plus risquée puis une partie beaucoup plus sécuritaire. Certains de mes clients, des entreprises qui font plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, qui existent depuis 25-30 ans, souvent l'entrepreneur, à l'extérieur de son entreprise, a un capital important. On parle de quelquefois plusieurs millions de dollars. Et là, des fois, là, parce que bon, dans mon processus, je n'ai pas à gérer ce qui est en arrière ou à côté de son entreprise, mais souvent l'entrepreneur va me demander conseil sur ces aspects-là. Et souvent, il dit, ben, tant qu'à avoir 2-3 millions ou 4 millions à l'extérieur qui ne génèrent pas grand-chose, peut-être que je pourrais l'investir dans autre chose pour que ça soit plus payant. Alors là, il faut vraiment faire attention parce que, premièrement, tu ne veux pas avoir 100% de tout ton avoir à risque. Si tu as 50% de ce que tu vaux, toi, personnel, dans ton entreprise, bien, l'autre 50% que tu as mis à l'abri, si tu le mets lui aussi à risque, bien, tu es 100% à risque. Ça peut être dangereux, de un. De deux,
Souvent, si tu veux investir dans quelque chose risqué, te repartir une business ou investir dans quelque chose qui va te demander beaucoup de temps, il faut être bien conscient que ce temps-là que tu vas mettre dans ton projet à côté ne sera plus disponible pour ta business. Alors souvent, là, de t'occuper de ton investissement à l'extérieur va venir te voler du temps de qualité et là, c'est ton entreprise qui va commencer à décliner. Alors moi, je dis, il faut faire attention. Si toi, tu es un élément de succès important dans ton entreprise parce que tu la connais bien, tu connais ton secteur, tu gères, tu sais ce que tu as à faire, bien, continue à t'en occuper et elle va continuer probablement à générer des bons profits que tu vas pouvoir mettre à l'extérieur. Et ce qui sera à l'extérieur, bien, essaye pas là, de générer du 20 puis du 30% avec ça. Parce que si c'est ce que tu essaies, les chances que tu perdes tout sont décuplées. Alors, moi, je n'ai pas de problème à avoir un entrepreneur qui a 3-4 millions placés dans des trucs assez pépères, à la bourse, des obligations municipales ou des affaires de main qui vont générer 3-4-5% peut-être par année. Et pendant ce temps-là, lui, il consacre 100% de son temps à s'occuper de sa business. Je trouve que c'est beaucoup plus judicieux et moins risqué de fonctionner comme ça. Donc surtout pour un consultant qui est le cœur de son entreprise. Absolument. Là, évidemment, il faut garder son focus et son temps sur l'entreprise, mais quand même diversifier le risque. Parce que c'est vrai que si on n'a qu'une entreprise et que pendant 10 ans on se retire juste de quoi payer nos charges, mais que l'entreprise est notre seul patrimoine, le problème c'est que l'ensemble de notre patrimoine est à risque. Donc c'est quand même, il faut quand même retirer régulièrement et investir dans autre chose. Je pourrais vous donner un exemple là, que j'ai vu passer dans ma vie il y a peut-être, je ne sais pas, 25 ou 30 ans. Les gens du Québec, vous allez connaître l'entreprise, je vais la nommer, là, c'est Saint-Hubert. Alors, il y a 25-30 ans, là, je ne me souviens pas exactement quand, Saint-Hubert a fait l'acquisition d'une chaîne de restauration rapide de mets italiens. Là. Je ne me souviens pas le nom, là, c'était Giorgio ou Pacificio, ou je ne sais plus trop laquelle. Pour les Français, Saint-Hubert, c'est déjà une chaîne de restauration dans le poulet, en fait. C'est une chaîne de restaurants en poulet. Importante. Là, on parle d'une entreprise qui fait à peu près 500 millions de dollars canadiens de business par année. Alors, il y a 25 ans, c'était quand même moins important, mais c'était quand même un gros joueur dans l'industrie. Alors, ils font l'acquisition d'une chaîne de restauration rapide de mets italiens en disant c'est une chaîne de restaurants, nous on connaît ça, on en a une dans le poulet. Restauration rapide des cuisines et tout ça, on est habitué à gérer ça, du personnel de cuisine, du personnel de plancher pour faire le service. Ça va être facile pour nous de faire ça. Alors, ils font cette acquisition-là, et là, les concurrents, parce qu'il y a 4-5 chaînes de restauration rapide de mets italiens au Québec, voient Saint-Hubert arriver dans leur créneau, fait qu'ils décident de faire une concurrence de prix, une guerre de prix impitoyable. Et là, Saint-Hubert, avec son investissement, commence à avoir certaines difficultés. Ils ne réussissent pas à rentabiliser la patente. Fait que là, à un moment donné, le président Saint-Hubert dit à son CFO, là, son gars de finance, « Voilà, on voit ce qu'ils font, là, puis pourquoi que ça ne génère pas d'argent. » Alors là, le gars va passer quelques semaines là-bas, il revient en disant « Ça n'a pas d'allure, il gère ça tout croche, je vais avoir besoin du gars d'opération dans les cuisines, c'est pas bon, on a des pertes, tout ça d'affaires. » Fait que tranquillement, pas vite, il se met à déshabiller Saint-Hubert pour mieux habiller la nouvelle chaîne de restauration rapide. Puis là, effectivement, dans la restauration rapide de mets italiens, ça commence à... Ça fait pas beaucoup d'argent, mais ça commence à aller un peu mieux. Et là, tout d'un coup, ils reçoivent les états financiers de Saint-Hubert, alors que historiquement, la rentabilité a toujours été ça, là est rendu ça. Alors les gens ils disent, ben qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette affaire-là est arrivée? Puis il y en a un dans l'équipe de direction qui dit « Ouais, mais monsieur, tous nos meilleurs sont rendus là-bas, là, dans les mets italiens. Fait qu'il il ne s'occupe plus de notre patente ici. » Là. Alors là, le patron, M. Léger, a dit « Parfait, on met cette nouvelle acquisition-là en vente et la première offre qu'on a sera la bonne. Même si c'est $1, on s'en débarrasse, puis on se concentre dans notre créneau. » Fait que moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas faire ce que Saint-Hubert a expérimenté. Gardez votre meilleure expertise pour s'occuper de votre business, qui est probablement ce que vous connaissez le mieux en affaires. Et si vous avez des investissements à l'extérieur en quantité importante, bien, essayez d'investir dans des choses qui ne vous demanderont pas de votre temps, tout simplement.
Ok, excellent. Bah, merci. Donc, c'est-à-dire que si vous aimez l'immobilier, bah, il n'y a aucun problème, mais essayez de choisir des modèles immobiliers qui vous ne demandent pas tout votre temps. Donc, faites pas de Airbnb où vous devez faire le ménage tous les 3 jours, etc. Ça va vous prendre de l'énergie. Gérer les entrées et les sorties des personnes, ça va prendre beaucoup d'énergie parce qu'on parle beaucoup de Airbnb hein, sur ceux qui regardent Oui. sur YouTube. Donc bref, merci pour vos conseils. Donc ça c'était pour tout ce qui concerne les profits, la gestion des profits. Vous le savez peut-être si vous avez vu la dernière vidéo. Donc Richard a écrit un e-book sur la rentabilité. Donc c'est 10 meilleurs conseils pour augmenter la rentabilité de votre entreprise. Il est gratuit, c'est dans la description. Et de mon côté, bah, si vous voulez devenir consultant, j'ai également une formation sur 5 jours par email qui est dans la description. Donc vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo avec Richard qui sera en ligne dimanche prochain. Le sujet, c'est une surprise, vous verrez ça. À très bientôt. Merci.